Donc aujourd'hui, messieurs, dames, je vous le rappelle, on va voir 3 sujets ensemble. Le premier, c'est comment créer un VPN site à site dans Azure. Le deuxième sujet, c'est comment créer un VPN entre 2 Virtual Network Azure, qui va être chiffré, bien entendu, via une couche IPsec. Et le troisième sujet que j'avais prévu de voir avec vous ce soir, c'était comment créer un PRA d'une infrastructure à base de machines virtuelles. Donc un plan de reprise sur activité. Donc on parlera dans ce troisième sujet de failover, de failback, d'ordonnancement, etc., etc. Donc c'est parti, on y va. Hop, session lancée. Les 3 sujets sont décrits. Je vais passer directement à la tablette. Alors vous savez qu'un peu mon créneau par rapport à tout ça, c'est de vous proposer des sessions sans slide. Il n'y a pas de PowerPoint, il n'y a que des dessins et il n'y a que des démos. Et c'est ce que je vais essayer de faire avec vous maintenant. Donc allez, c'est parti. Alexis qui me dit, je passe l'assertif vendredi, si je commence à réviser là, c'est bon. Ouais, bien sûr, c'est large. T'es large, Alexis. Pour le coup, il y a une première session que j'ai enregistrée il y a 1 ou 2 mois, où je donne toutes les ressources nécessaires pour passer l'assertif. Donc ça peut t'aider pour la révision de celle-ci. Allez, on attaque le premier sujet, le VPN site à site dans Azure. Donc pour pouvoir créer un VPN site à site dans Azure, il va vous falloir plusieurs composants. Le premier composant, le plus important, vous en doutez bien, c'est un VNet Azure. Ce VNet Azure, il va avoir un composant spécifique qui va lui être attribué, qu'on appelle le Gateway Subnet. Donc c'est un subnet qui va être dédié à recevoir les connexions distantes depuis votre VPN on-premise. Donc ça, c'est le premier point. Il faut créer un VNet, n'importe quel VNet avec un espace d'adressage qui doit quand même pas être le même que celui de votre espace d'adressage on-premise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on-premise, vous aviez un VNet vous aviez un espace d'adressage en 192.168.00/24, et ben votre VNet dans Azure doit être différent du 192.168.00/24. Idéalement, ça peut être du 10, ça peut être du 172.16, etc. Dans tous les cas de figure, on l'a vu la première fois, le VNet Azure, il va être conforme à la RFC 1918, qui spécifie justement les types d'espaces d'adressage que vous pouvez créer dans le cloud Azure ou même dans votre réseau on-premise. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qui est important de voir, c'est que j'ai un VNet, un Gateway Subnet, mais sauf que à ma gauche, je vais avoir un réseau on-premise. Ce réseau on-premise, il a un espace d'adressage, et dans ce réseau on-premise, ou dans ce cloud privé, ou dans mon data center on-premise, appelez-le comme vous voulez, vous allez avoir un composant VPN. Donc ce VPN, eh ben, globalement, ça peut être du F5, du Forti, du Juniper, du Checkpoint, etc., etc. Vraiment, il n'y a pas d'importance là-dessus, on verra plus tard. Mais il faut qu'il ait une IP publique. On verra que c'est important après. Pour dire à Azure, connecte-toi à mon réseau on-premise via cette IP publique. Donc sur ma gauche, j'ai un composant matériel, VPN, avec une IP publique. On voit pas tout le schéma. Ah, bien vu. Avec une IP publique. Donc hop, là normalement vous voyez tout le schéma. Donc à ma gauche, j'ai mon réseau on-premise avec une IP publique. À ma droite, j'ai Azure avec un VNet et un Gateway Subnet. Entre les deux, il va falloir que je crée une connexion VPN qui va passer par le réseau Internet en général. Donc ici, j'ai Internet qui sépare les deux. Pour créer cette connexion VPN, je vais m'appuyer sur 2 composants Azure, pour le coup, que j'avais préparés et qui sont à ma droite. Le premier composant Azure, vous voyez l'icône qui est représentée par un cadenas, c'est ce qu'on appelle une VNG. Une VNG. Alors la VNG, son petit nom, VNG, ça veut dire Virtual Network Gateway. Donc la VNG, elle, c'est la représentation du VPN Azure dans Azure. Donc la VNG, forcément, elle a une IP publique.
Donc si je résume, j'ai un composant matériel on-premise qui est représenté par un F5, un checkpoint ou même un Windows Server. Votre Windows Server, si vous installez le rôle RRAS, Routing and Remote Access, il peut vous servir de VPN. Donc à ma gauche, j'ai un VPN site à site. À ma droite, j'ai créé via un service pass une VNG, une Virtual Network Gateway, qui est managée par Microsoft et pour laquelle je vais avoir une IP publique. Ce qu'il faut aussi créer comme composant dans Azure, c'est ce qu'on appelle une LNG. Donc la LNG, qui est représentée par cette icône ici, j'ai choisi les bonnes icônes pour vous faire la démo, etc. Et le schéma, la LNG, c'est la Local Network Gateway. Et elle va représenter quoi, la LNG? Elle va représenter votre VPN on-premise. C'est-à-dire que l'IP publique que vous voyez ici va être définie dans votre LNG pour spécifier à Azure, bon ben voilà, sache que tu dois te connecter à tel IP public. Donc la LNG, au final, a une public IP qui correspond concrètement à l'IP public de votre périphérique VPN on-premise. Donc si je résume, pour créer une connexion VPN, j'ai besoin d'une VNG, j'ai besoin d'une LNG, j'ai besoin d'un VNet avec un gateway subnet qui va me servir aux connexions VPN distantes. Et le quatrième et dernier composant dont j'ai besoin pour créer une connexion VPN, et vous allez voir, j'en ai préparé une, ça marche très bien. Le quatrième et dernier composant nécessaire, c'est ce qu'on appelle une clé PSK. Alors PSK, ça veut dire Pre-Shared Key. Donc c'est une clé commune qu'on va définir aussi bien dans mon périphérique VPN qui est symbolisé à ma gauche que sur ma VNG. Il faut que les deux, ils aient globalement la même clé PSK définie pour pouvoir communiquer, pour pouvoir commencer par les phases IKEV1, IKEV2, pour pouvoir s'authentifier et créer le tunnel VPN IPsec entre les deux. Si vous faites ça, donc si vous configurez dans Azure un VNet avec un gateway subnet, avec une VNG, avec une LNG et bien entendu avoir on-premise un périphérique VPN disponible, et ben vous allez pouvoir créer la connexion. Mais avant de faire ça, logiquement, on devrait être dans une logique qui est de dire j'ai un site web qui est proposé par Microsoft, et d'ailleurs je vous envoie le lien dans le chat, et ce site web va vous proposer un tableau. Normalement, si vous tous vous voyez bien, je pense qu'au niveau zoom, on est pas mal, c'est visible pour tout le monde. Sinon, vous me dites si je dois agrandir la page du navigateur. Mais ici, on a un tableau qui va répertorier la liste des principaux fournisseurs de VPN. Alors, je dis bien les principaux. Et si par exemple, chez moi, j'ai un Cisco ASA en 8.3 ou 8.4 en termes de firmware, et ben, je vais cliquer sur guide de configuration et automatiquement, regardez, je vais me retrouver sur la page de Cisco. Et sur la page de Cisco, j'ai une documentation faite par Cisco pour configurer et mon VPN côté Azure, donc ma VNG, ma Gateway Subnet, ma LNG, et bien entendu configurer, comme vous allez le voir juste en bas, voilà, mon ASA. Donc c'est très pratique pour pouvoir mettre en place une liaison VPN site à site avec la documentation constructeur. Donc je vous ai envoyé le lien dans le chat normalement. Donc ça vous permettra de regarder et d'être pris en charge quelque part par le fournisseur de votre liaison VPN, de votre périphérique VPN, pour pouvoir mettre en place plus facilement cette liaison VPN. Et si vous n'avez aucun de ces périphériques VPN, eh ben sachez que vers le bas de cette documentation, Microsoft met à disposition les paramètres IKE phase 1 et IKE phase 2 que vous devez mettre en place sur votre périphérique VPN pour faire fonctionner l'interco entre votre périphérique VPN on-premise et Azure. Et si vous me dites oui mais mon périphérique VPN il gère pas telle phase avec tel protocole de chiffrement, tel algorithme de hachage, etc. Et ben sachez, je l'ai fait une fois chez un client, sachez que vous pouvez vous connecter en PowerShell à votre VNG et personnaliser d'une certaine façon les phases d'IKEV1 et d'IKEV2.
Donc il n'y a aucune excuse au final pour créer une connexion VPN. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que d'abord il faut vous imaginer que vous êtes chez moi, avec moi. Et chez moi, eh ben, j'ai installé dans mon petit data center un produit fourni par Synology qui s'appelle un RT2600AC. Donc si vous regardez, voilà, imaginez, vous êtes chez moi là, je vous fais visiter ma cave et vous voyez ce RT2600AC. Donc ça c'est un routeur mais qui fait aussi périphérique VPN. Et d'ailleurs il est dans la liste des VPN supportés par Microsoft. Donc j'ai un VPN qui est porté par une IP publique qui est celle de ma box. Donc chez moi j'ai une box, j'ai une IP publique et derrière cette IP publique j'ai un VPN qui fonctionne en site à site. Et en l'occurrence, ce VPN, ça serait un RT2600AC. Donc, voilà pour vous expliquer le concept. Ensuite, moi, dans Azure, j'ai créé un groupe de ressources qui s'appelle RG Syno VPN. Et dans ce groupe de ressources, la première chose que j'ai faite, parce que ça met beaucoup de temps à être créé, j'ai créé une VNG. Une Virtual Network Gateway. Vous voyez, on la voit ici. Elle est là. Et elle s'appelle VNG S2S. Et cette VNG, elle a été créée par Azure, managée par Azure, et elle a une IP publique. Et c'est cette IP publique que je vais devoir rentrer dans mon RT2600AC de Synology pour lui dire, ok, connecte-toi à cette IP publique qui est dans Azure. Mais comme vous le voyez, on voit bien que c'est un service PaaS. Pourquoi? Parce qu'en gros, je ne peux pas faire grand-chose. Je peux tout juste créer une connexion point à site. On verra ce que c'est un peu plus tard. Je peux tout juste changer la bande passante associée à mon VPN. C'est ce qu'on appelle le SKU. Plus vous avez un SKU élevé, plus votre VPN va coûter cher, mais plus d'un autre côté, la bande passante associée proposée par Microsoft va être élevée. Et puis, on voit aussi, ici, si on commence à regarder les configurations, eh ben, je peux faire ce qu'on appelle de l'actif-actif sur mon VPN, c'est-à-dire avoir deux liaisons VPN vers deux périphériques VPN on-premise qui sont en étoile, ce qui fait que si j'ai une VNG qui tombe, eh ben, l'autre VNG va prendre le relais. On va dire que ce n'est pas trop le sujet, sachez juste qu'on peut faire de l'actif-actif avec un VPN site à site. Un autre point aussi, c'est que ma VNG, elle est créée, mais elle a besoin pour fonctionner d'un VNet. Et ce VNet, eh ben, je l'ai nommé VNet Azure. Je ne me suis pas embêté. Et si on clique sur ce VNet et qu'on va dans ces subnets, on voit qu'on a un subnet qui s'appelle Gateway Subnet. Et ce Gateway Subnet que j'ai créé en cliquant sur ce petit bouton-là, eh ben, ce Gateway Subnet, il est managé par Microsoft. Et de mémoire, il doit être en /28/29 minimum pour être créé par Azure. Donc il y a un espace d'adressage minimum qui doit être attribué à ce gateway subnet. C'est pour ça que quand on crée un VNet, il faut penser aux éventuels subnets qui vont être utilisés par d'autres services Azure, comme l'Azure Firewall, comme l'Azure Bastion, mais aussi, il faut y penser en termes d'espace d'adressage sur, ok, est-ce que ce VNet va accueillir des connexions VPN distantes? Oui, eh ben, il faut au moins que j'ai du /28 disponible, ou plus, pour les connexions VPN distantes. Donc ça, c'est là le troisième composant. On a donc vu la VNG, on a vu le VNet, on a vu le Gateway Subnet. Ce qui nous manque maintenant, c'est ma fameuse LNG. Donc la LNG, la Local Network Gateway, elle va contenir deux informations importantes. La première, c'est l'IP publique de votre VPN ou de votre box dans mon cas. Donc ça va être l'IP publique de ma box. Et le deuxième point important qu'on va retrouver dans une LNG, c'est les espaces d'adressage qui auront le droit d'accéder à Azure. Et ça, c'est vachement important. Parce que si vous ne configurez pas, si vous ne définissez pas les espaces d'adressage, quand bien même votre connexion VPN sera effective, vous serez marqué en connected, et ben vous serez surpris parce qu'il n'y aura aucun flux qui viendra du réseau on-premise. Pourquoi? Parce qu'Azure va les dropper dès l'instant où ces flux ne viennent pas d'un de ces deux réseaux que j'ai définis, par exemple 192.168.0/24 dans mon cas, ou 192.168.1/24 dans l'autre cas. Donc si je résume, je vous ai montré une VNG, je vous ai montré une LNG, je vous ai montré un VNet, je vous ai montré un subnet. À ma VNG correspond une IP publique, logique.
hein, puisque cet IP public va être utilisé par mon RT2600AC pour communiquer. Ce qui ne me manque plus, c'est de créer une connexion VPN. Et la connexion VPN, eh ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre mon VNet, elle va prendre ma VNG qui est associée à sa gateway subnet, elle va prendre ma LNG, et elle va dire « Ok, pour pouvoir me connecter à ton réseau on-premise, il va me falloir une PSK. » Alors là, je ne vais pas cliquer dessus, parce que sinon vous verriez en plus ma PSK. Mais globalement, en définissant la PSK, vous allez pouvoir, donc en la définissant sur votre réseau on-premise, sur votre périphérique VPN on-premise et sur votre VPN VNG Azure, vous allez pouvoir créer la connexion VPN. Et là, vous le voyez, regardez. J'ai bien un VPN site à site effectif, connecté, avec des flux entrants et des flux sortants depuis mon réseau on-premise. Donc voilà la manière la plus simple et la plus rapide de créer un VPN site à site vers Azure. Est-ce que d'abord vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Pas pour l'instant? Pas de questions? Ok. Donc si pas de questions, je continue. Il y a un dernier point que je voulais voir avec vous concernant le VPN site à site. C'est que votre VPN on-premise, il peut être soit en policy-based, soit en route-based. Pour faire simple, quand il est en route-based, c'est mieux. Vous galérerez moins. Pourquoi? Parce qu'en route-based, il va y avoir un routage dynamique de propagation de route qui va être utilisé par le VPN site à site. Alors qu'en policy-based, tout va être défini manuellement. Et ensuite, en policy-based, vous allez avoir, en termes de phase d'authentification, que de l'IKE V1. Vous n'aurez pas l'IKE V1 et l'IKE V2. Vous n'aurez que de l'IKE V1. Et la dernière limitation avec le policy-based, c'est que sur un même VPN site à site, vous ne pourrez pas faire de site à site et de pointe à site. C'est-à-dire que les connexions VPN, elles seront soit en site à site, soit en pointe à site. Et alors, c'est quoi un VPN pointe à site? Eh bien, un VPN pointe à site, c'est un VPN qui se configure au niveau de votre poste de travail. C'est un client lourd que vous allez installer qui va permettre à celui-ci de se connecter à votre réseau virtuel Azure à distance. Alors qu'un VPN site à site, c'est l'intégralité de votre espace d'adressage on-premise que vous mettez potentiellement à disposition pour se connecter à votre VNet. Donc mon propos, c'est de dire, si vous avez le choix entre les deux, choisissez du route-based. Il y aura une meilleure sécurité, un meilleur système de propagation des routes, et vous aurez en plus de ça la possibilité d'utiliser en même temps du VPN pointe à site et site à site sur la même VNG. Si vous n'avez pas le choix, et alors ça sera du policy-based. Voilà la logique qu'il y a derrière tout ça. Donc à partir de là, si on va dans mon VPN site à site, dans ma VNG, on retrouve le P2S, le pointe à site, que je vais pouvoir configurer. Alors, pour faire simple, même si ce n'est pas le sujet, on va quand même en parler. Le pointe à site vous permet de télécharger un client lourd depuis le portail Azure. Et une fois que vous l'avez installé, en fait, quand vous allez vous authentifier via le VPN pointe à site, il va utiliser un système de certificat client-serveur. Et donc, globalement, c'est votre poste de travail qui va pouvoir se connecter à Azure. Il ne va pas vous demander un login et password qui correspond à votre email professionnel. Il va juste authentifier le poste de travail. Donc c'est plutôt pratique parce que ça permet d'automatiser d'une certaine façon une connexion vers Azure depuis votre poste de travail à base de certificats que vous avez générés, par exemple, auto-générés sur votre poste de travail et après que vous avez rajouté dans le magasin de certificats via une console MMC dans votre poste de travail Windows. Il faut savoir qu'il y a plusieurs protocoles qui sont utilisés pour justement le VPN pointe à site. On va retrouver un protocole type SSTP de Microsoft qui fonctionne sur le port 443, donc qui est pratique. Ou alors vous avez par exemple aussi l'OpenVPN. L'OpenVPN qui fonctionne lui aussi sur le port 443 et ça vous permet de passer le flux beaucoup plus simplement au travers des pare-feux que vous auriez, y compris sur votre poste de travail. Puisqu'en général, HTTPS 443 est ouvert en sortie dans les entreprises. Donc sans trop rentrer dans les détails du VPN pointe à site, retenez juste que vous pouvez vous authentifier soit via votre poste de travail, soit via votre compte Azure Active Directory, soit via votre compte Active Directory, et dans ces cas-là, il vous faut un serveur Radius on-premise pour mapper le tout,
Et puis, au niveau des certificats, si vous utilisez votre poste de travail, vous pouvez les auto-générer depuis une simple commande en PowerShell. Et le point tacite et le si tacite sur la même VNG sont disponibles si vous êtes en route-based. Si vous êtes en policy-based, c'est mort, il faudra choisir un des deux. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à la connexion VPN si tacite et point tacite. Est-ce qu'il y a des questions d'abord par rapport à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous viennent à l'idée là tout de suite? Pas de questions? Ok. Donc on a vu la première partie, le VPN site à site. On a vu qu'il y avait un site web qui permettait de vérifier la compatibilité du périphérique VPN. On a vu qu'il fallait un composant VNG, une LNG, un VNet, un subnet, etc. Là où ça devient un peu plus touchy, c'est si on part sur la tablette et que cette fois, on parle de VPN entre deux réseaux virtuels Azure. Donc si vous vous rappelez ce qu'on a fait à la dernière session Twitch, on avait parlé de peering entre des VNet. Donc on avait un VNet A qui était raccordé à un VNet B via un système de peering. Alors le peering c'est pas cher, c'est hyper rapide à mettre en place, c'est top, c'est vrai, mais d'empêche que certains clients préfèrent utiliser autre chose que le peering pour fonctionner, et en particulier ils vont utiliser une vieille technologie qui est disponible dans Azure qui s'appelle le VNet to VNet. Alors je suis désolé pour l'écriture, pourtant je ne suis pas médecin, j'essaie de faire des efforts, mais voilà. Donc le VNet to VNet, c'est quoi? C'est une fonctionnalité qui vous est proposée pour raccorder deux VNet entre eux via une liaison VPN qu'on pourrait nommer site à site. Donc en fait, ce qu'on vient de voir ensemble jusqu'à présent, vous savez, le gateway subnet, le VNet, la VNG, etc. Et bien tout ça est valable dans une connexion VNet to VNet. L'avantage du VNet to VNet, c'est que vous allez avoir une connexion à base d'IPsec entre les deux VNet. Et ces deux VNet peuvent être dans la même région, par exemple en France-Centre, comme ils peuvent être dans deux régions différentes, France-Centre et Ouest-Europe, France-Centre et North-Europe, ou même on peut imaginer entre les États-Unis et la France. Bon, il y aura de la latence, je vous l'accorde, mais théoriquement ça marche. Donc, le fait de faire du VNet to VNet, l'avantage, c'est que vous créez un VPN entre deux VNet. Le problème de cette méthode, pour être transparent avec vous, c'est que déjà elle est très chère. Donc le VNet to VNet, c'est cher. Et le VNet to VNet, c'est long à mettre en place. Alors vous allez me dire pourquoi c'est long. Ça a l'air vachement simple, tu nous as montré un VPN. En fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour créer une VNG, il faut entre 20 et 45 minutes. Donc la création d'une VNG, ça prend jusqu'à 45 minutes. Donc on a le temps de boire des cafés, il faut être très clair là-dessus. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de LNG à créer dans une connexion à base de VNet to VNet. Donc quand vous faites du VNet to VNet, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un gateway subnet, sur chaque VNet, parce que tout ce que vous faites sur le VNet A, vous devez le faire sur le VNet B. Vous avez besoin, bien entendu, d'une VNG. Et quand vous connaîtrez le prix d'une VNG, je pense que vous préférerez le peering. Ça coûte très cher une VNG. Enfin, très cher. Je trouve que c'est cher par rapport à une connexion entre deux VNet. Donc vous aurez besoin d'un gateway subnet, d'une VNG et d'une PSK qui va gérer tout ça. Il n'y a pas besoin de LNG. Et oui, comme dit Alexis dans le chat, le VNet to VNet, c'est comme du peering. Sauf que c'est un peering à base de VPN entre deux VNet. Donc tout est chiffré entre les deux VNet. Mais tu as tout à fait raison, c'est comme le peering. Sauf que c'est plus cher
est plus long à mettre en place. Alors je vous dis c'est plus cher, mais c'est bien beau, je vous parle de ça, mais je ne vous le montre pas. Et bien si on regarde la calculatrice Azure, très rapidement là, on va sur la calculatrice Azure, et ben on va vite se rendre compte que alors je suis en français, alors comment je vais dire ça, VPN, voilà, une passerelle VPN. Si vous regardez, d'abord on va vous facturer le temps d'utilisation de la passerelle VPN. Alors normalement dans un mois il y a entre 130 et 140 heures, hein, ça dépend des mois, etc. Mais février étant plus court en termes de jours, mais globalement une liaison VPN, une passerelle VPN, donc une VNG de base. Donc de base pour Microsoft, ça veut dire c'est fait pour du dev, pour du test. C'est pas fait pour de la prod. Ça coûte 25 € par mois. Alors là, vous allez me dire, c'est pas très cher. Sauf qu'il faut pas oublier que c'est pas un VPN de prod. C'est un VPN vraiment pour faire du test. Si on veut un VPN de prod, on va prendre le premier prix, c'est le VPN GW1. Et le VPN GW1, sans la bande passante, on est déjà à 133 € par mois. À cela, il faut dire, est-ce que c'est un VPN site à site? Et donc dans ces cas-là, on va vous facturer le trafic sortant. Donc par exemple, si vous avez 500 gigaoctets par mois de trafic sortant, aux 130 €, vous allez devoir rajouter 30 €. Donc on est à un VPN à 160 € pour du site à site. Mais moi, là, avec vous, on vient de parler de VPN entre réseaux virtuels. Et je vous ai dit qu'il fallait 2 VNG. Ça veut dire que concrètement, si on y réfléchit, si j'ai 500 gigaoctets et que j'ai une VNG, ça va être pour la connexion dans un sens. Mais après, il va falloir faire dans l'autre sens. Et donc, on passe à 150 € x 2. On est à peu près à 300 €. Alors, j'ai une autre question dans le chat. Quand on parle de liaison peering, est-elle différente de VPN IPsec? Bah oui, en fait, le peering, lui, va s'appuyer sur le protocole MACsec pour chiffrer certains échanges. Quand la liaison VPN site à site, elle chiffre les flux via le protocole IPsec. Mais au final, par rapport à la question qui m'est posée, c'est 2 services qui remplissent le même rôle, c'est-à-dire relier 2 VNet entre eux. Sauf qu'il y en a un qui est plus cher que l'autre, mais qui est d'une certaine façon sécurisé by design, et il y en a un autre qui est le peering. Et là, je t'encourage à aller voir la dernière vidéo Twitch que j'ai faite sur le sujet. Le peering, c'est plus simple à mettre en place, et c'est beaucoup moins cher. Mais à l'assertif, vous aurez aussi des questions sur le VNet to VNet. C'est pour ça que je l'aborde. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, du VNet to VNet entre 2 réseaux virtuels, ça commence à chiffrer par rapport à du peering. Donc c'est un point important à prendre en compte quand vous faites du VNet to VNet. Donc maintenant qu'on a vu ça, comment je crée du VNet to VNet? Logiquement, il faudrait que je crée un deuxième VNet et que je lui attribue une VNG. Et après, j'irai dans connexion VPN. Ici, vous savez la connexion que je vous ai montrée tout à l'heure. Et cette connexion qui est valable par exemple sur une VNG, ici, dans connexion, je vais faire un add. Et en faisant un add, je vais lui spécifier que la connexion VPN, elle n'est pas entre mon VNet Azure et mon réseau on-premise, elle est entre 2 VNet Azure. Et là, qu'est-ce qu'il va me demander? Il va me demander les 2 VNG pour créer la connexion et la PSK commune aux deux et le protocole utilisé. Et vous voyez, c'est du multi-abonnement si je le souhaite. Donc on va pouvoir créer un VPN site à site entre 2 VNet Azure sans avoir besoin de configurer une LNG. Du coup, c'est peu utilisé le VNet to VNet. Ouais, en général, Alexis, par rapport à ta question, c'est peu utilisé chez les clients. Les clients, depuis l'avènement du peering, on voit quand même beaucoup dans des topologies hub and spoke du peering. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit jamais de VNet to VNet, mais il y en a moins à disposition. Créé par les clients pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, que ce soit la lourdeur de création, le temps de création, et puis bien entendu le coût associé à cette technologie. On a quand même besoin de 2 VNG, une sur chaque VNet, pour créer la connexion entre les 2 VNet. Voilà pour le VNet to VNet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non.
Pas d'autres questions? Eh bien, on va passer maintenant à la troisième partie de cette session. Et cette fois, on va parler de PRA interrégion. Ah, j'ai une autre question. Les flux d'un VNet to VNet transitent-ils par Internet ou est-ce identique au peering? C'est identique au peering, ça ne transite pas par Internet. KISS44. Dernier donc, sujet à traiter avec vous, le PRA interrégion d'une VM. Donc j'ai une VM ici qui s'appelle W2K19. Cette VM, elle a une IP publique ici. Et cette VM, elle a une IP privée. Bon. Et elle est dans un VNet qui s'appelle VNet Demo, ça aura son importance, et un subnet qui s'appelle Production. Donc elle a une NIC qui est raccordée à un subnet Production qui lui-même fait partie d'un VNet qui s'appelle VNet Demo. Imaginez que cette VM est critique pour moi. C'est-à-dire qu'elle a été créée en North Europe, mais je vais me prémunir contre la perte de la région North Europe. Jusqu'à présent, si on voulait se prémunir contre la perte d'un ou plusieurs data centers dans une région, on faisait appel à ce qu'on appelle les availability zones. Et si on voulait se prémunir contre les pertes au sein d'un data center, on faisait appel à une technologie qui s'appelait les availability sets. Là, mon objectif, c'est de ne pas pallier la perte d'un data center sur 3, par exemple, c'est de pallier la perte de tous les data centers d'une région. Donc imaginez, vous perdez carrément une région Azure. Et dans ce cadre-là, si je perds ma région Azure, ben moi je veux que ma VM elle soit recréée dans une seconde région. Et là, on rentre dans une logique de DRP, de PRA. Et pour ce faire, eh ben, je vais vous faire un petit schéma. D'ailleurs, que j'ai même peut-être préparé avant cette session. Il me semble que j'avais préparé un schéma. Ouais, voilà. C'est un schéma que vous pouvez retrouver dans la doc Microsoft sur Internet, qui est plutôt pas mal fait. Donc regardez dans ce schéma. Hop, je vais essayer de me centrer pour que tout le monde voit le schéma. Voilà, normalement, vous devriez voir le schéma dans votre écran. En tout cas, j'espère que c'est bien centré. Donc sur ma gauche, j'ai une VM qui correspond, on va dire même dans mon exemple, à W2K19. Voilà ma VM. Alors dans le schéma, il y a deux VM. On va dire que ça n'a pas trop d'importance. J'ai une VM W2K19. Cette VM, elle a un disque managé. Donc un disque managé, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un disque qui est géré par Microsoft. C'est-à-dire le VHD est contenu dans un disque qui n'est pas accessible depuis Internet, pour faire simple. Donc c'est vraiment le disque typique qu'on va utiliser pour les VM de nos jours. Et il est représenté, le VHD, par un disque, un managed disk, avec un disque vert et un disque bleu. La première chose à savoir, c'est que Microsoft, quand vous allez déclencher un PRA, ou quand vous allez configurer le PRA, on va, chez Microsoft, créer un compte de stockage au plus proche du managed disk. Et ce compte de stockage va recevoir les données du disque répliquées en synchrone. Donc en gros, tout ce que vous écrivez sur le disque de la VM va être répliqué dans un compte de stockage de cache ASR, Azure Site Recovery. Et ce compte de stockage de cache, vous n'y accédez pas, hein, ce n'est pas le but, mais il va contenir à tout moment une copie du disque de la VM. Et en parallèle de ça, ce compte de stockage, il va répliquer les données dans une seconde région, mais cette fois en asynchrone. On n'est pas capable de faire du synchrone. Donc en gros, en WestUS, j'ai une VM. Cette VM a un disque. Ce disque est répliqué dans un disque temporaire, on va dire, de cache, de manière synchrone. Et le disque de cache réplique les données au fil de l'eau en asynchrone dans un managed disk qui est dans une seconde région. Et pour le coup, cette région, elles peuvent être soit liées à la région paire, donc Ouest-US, Est-US, France-Centre, France-Sud, mais cette région, pour être transparent avec vous, vous la choisissez. Donc on peut imaginer une réplication d'une VM de Paris à une région des États-Unis.
à un État des États-Unis. Ça marcherait. Bon, après, il y aurait de la latence, mais en tout cas, on peut imaginer ça sans problème. On va le voir ensemble. Donc, le PRA interrégion, il vous permet de pallier la perte de la région Ouest-US au profit de sa sœur jumelle, qui est la région Est-US. Donc, ce qu'il est important de voir, c'est que, comme on réplique les données de manière asynchrone, s'il y a une panne générale dans la région primaire, vous n'aurez pas la VM dans la région secondaire au moment de la panne. C'est-à-dire qu'il va y avoir forcément une perte de données lors de la réplication. À partir de là, on a une donnée qui est répliquée, un VHD qui est répliqué au fil de l'eau dans la région secondaire. On va avoir une perte, c'est-à-dire qu'on va faire appel à des concepts de RPO et de RTO. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, le RPO c'est le Recovery Point Objectif et le RTO c'est le Recovery Time Objectif. Le RPO, P comme fil d'ailleurs, P comme Point Objectif, c'est la durée admissible de perte des données suite à une panne. Alors les clients souvent veulent qu'elle soit la plus faible possible. Et le RTO, Recovery Time Objectif, c'est le temps qu'on va mettre à basculer de la région primaire qui est tombée vers la région secondaire. Vous l'avez compris, ces deux valeurs doivent être les plus faibles possibles. Plus elles sont faibles, et plus on va avoir des données à jour lors du bascule sur la seconde région. Donc on est dans un système où le RTO dépend quelque part du client, puisque c'est lui qui va basculer le PRA manuellement, alors que le RPO, Recovery Point Objectif, dépend de la fréquence de rafraîchissement de la donnée entre les deux régions, sachant que Microsoft, bien entendu, fait tout son possible pour que les données soient répliquées avec un temps minimal, pour que vous ayez une perte minimale le jour où une région entière tombait. Donc ça, c'est la théorie, c'est la théorie de ce qu'on a. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la pratique. Alors, j'ai une question dans le chat. C'est du GRS pour la réplication de la donnée par rapport à ta question Martel 420. On est sur du GRS entre deux régions. Donc Géo Redondant Storage dans l'exemple que je nomme là. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que il faudra que je pense à vous parler du coût de réplication d'une VM entre deux régions. Parce que vous allez voir que c'est pas gratuit. Ça a un coût d'avoir un SLA élevé sur une VM qui va être répliquée dans une seconde région. Mais avant que je passe à la suite, j'aimerais juste vous faire prendre conscience d'une chose. C'est que dans la seconde région, la VM n'est pas dessinée. Si vous avez fait gaffe. Et elle n'est pas dessinée, pourquoi? Parce que Azure déclenchera le PRA uniquement quand vous le déciderez, donc quand vous le déclencherez vous manuellement. Et au moment où vous déclencherez le PRA, qu'est-ce que va faire Azure? Il va prendre le VHD qui est répliqué, donc le VHD dans la seconde région, là il y a un VHD. Il va prendre ce VHD et de ce VHD, il va créer la VM. Mais c'est uniquement quand vous allez déclencher le PRA. Donc pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en termes de coût, vous ne payez pas 2 VM. En fait, vous allez payer la VM dans la seconde région que quand vous déclenchez le PRA. Vous allez payer d'autres choses en termes de coûts liés au PRA, mais pas 2 VM à un instant T. Si la région tombe, vous déclenchez le PRA, vous payez la VM dans la seconde région. Si vous ne déclenchez pas le PRA, vous payez que la VM dans la première région. Et d'autres coûts associés dont je vais vous parler. Alors à votre avis, dans le chat, quels sont les coûts associés à un PRA? Qu'est-ce qui va être associé en termes de coûts? On a vu qu'on ne vous faisait pas payer 2 fois une VM, mais quel coût on peut vous faire payer à votre avis? Est-ce que quelqu'un a une idée dans le chat? La sauvegarde, non. On ne vous la fait pas payer parce que c'est un autre processus, la sauvegarde, dans Azure Backup. Le stockage, on vous fait payer. Et puis, comme dit Thomas, et puis il va y avoir la bande passante, la synchro d'une certaine façon. Exactement comme dit MapCloud ou Alexis, on va vous faire payer la bande passante
entre les deux régions. Et puis il y a un troisième coût que vous n'êtes pas censé savoir si vous n'avez pas déjà configuré et regardé la calculatrice Azure qui va être utilisé. C'est le coût de protection. Alors moi j'appelle ça une licence. Mais en gros, quand vous déclenchez la protection d'une VM via un PRA, et ben Azure va vous appliquer un coût supplémentaire à cette VM. Et ce coût supplémentaire, qui est une licence de protection, de mémoire, mais on va vérifier après ensemble sur la calculatrice, mais c'est une vingtaine d'euros par mois. Donc 20 euros par mois sont dédiés à la protection de votre VM. Et après, il va falloir payer la bande passante, le stockage, etc. Voilà. Il y a des questions de coût dans l'assertif? Non, non, je ne pense pas. Moi, j'en ai jamais vu. Il n'y aura pas de question de coût parce que de toute façon, faut être très clair. Quelqu'un qui connaît par cœur la calculatrice Azure, c'est compliqué. Surtout que les coûts évoluent en fonction des régions. Chaque région a un coût différent. Les options ont une incidence sur le coût. Donc, il n'y aura pas de question. Moi, j'en ai jamais vu. Par contre, on peut vous poser un sujet type j'ai une architecture que j'aimerais mettre en PRA et vous dire quelle est la solution la moins onéreuse pour l'entreprise. Ça, oui, vous pouvez l'avoir. Et est-ce que c'est une solution à base de PRA? Est-ce que c'est une solution à base de backup, restauration, etc. Mais il peut y avoir cette logique-là. Mais ça s'arrête là. En gros, on vous demandera souvent, dans les questions de certif, de faire preuve de bon sens. Voilà pour la théorie sur le PRA. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la pratique. Donc ici, j'ai une machine virtuelle, la fameuse W2K19. Et sur ma gauche, si je descends un peu, j'ai Disaster Recovery. Et là, je vais pouvoir configurer le PRA de ma machine virtuelle entre deux régions Azure. Donc pour rappel, ma machine virtuelle, elle est créée en North Europe. Et là, vous voyez, j'ai un certain nombre de régions à disposition pour configurer le PRA. Objectivement, faire un PRA entre deux plaques géographiques, entre l'Europe et les États-Unis, ça me paraît délicat. En toute logique, je devrais faire de North Europe à France centrale. Ça me paraît un peu plus logique. Donc ici, j'ai choisi que de North Europe, j'allais répliquer ma VM au fil de l'eau en France centrale. Vous voyez, c'est juste ici. Après, je vais dans Advanced Settings. Et là, ça devient intéressant. Premièrement, on vous dit, ok, mais ta VM, est-ce que tu veux la répliquer dans un autre abonnement? Et là, c'est sympa parce qu'en gros, ça veut dire que quelque part, je peux déplacer une VM d'un abonnement à un autre, si tout le monde me suit. Parce que si je fais un PRA et qu'une fois que j'ai déclenché le PRA, je coupe le PRA, ben je me retrouve avec une VM dans le second abonnement. Alors, en pratique, cette option, elle est de moins en moins utilisée, pour la petite histoire, parce que regardez, quand vous êtes dans un groupe de ressources et que vous sélectionnez une VM, vous avez un petit bouton Move et vous avez la possibilité de déplacer la VM dans un autre abonnement. Donc, objectivement, moi, j'ai vu des clients faire un PRA pour faire de la migration de VM entre des abonnements, mais maintenant, il n'y a plus besoin. On peut le faire via cette option. Donc on retourne sur mon PRA. Ici, donc je vais dans Disaster Recovery. Dans Disaster Recovery, j'ai ici, encore une fois, choisi une région. Je vais choisir France Centre, Paris. Et dans les Advanced Settings, on voit que je peux soit laisser la VM dans le même abonnement, mais choisir une autre région, soit laisser la VM dans un autre abonnement et éventuellement choisir une autre région. Ici, on va spécifier à Azure la création d'un groupe de ressources qui va accueillir la VM, ou plutôt son manage disk, en attendant qu'elle soit créée, dans la seconde région. En fait, ici, vous voyez des options qui vous permettent de recréer une infra, alors gratuite, parce que
Une VM, un groupe de ressources, c'est gratuit. Un VNet, c'est gratuit. Les Availability Sets, c'est gratuit, etc. Donc, on vous propose, au final, de pré-créer pour vous l'infrastructure nécessaire pour le déclenchement de la synchro du PRA. Et donc, ça, c'est plutôt pratique. Le PRA est-il différent ou assez séparé du backup? Eh bien, le PRA et le backup répondent à deux besoins, aide Michael. Dans le PRA, on va se prémunir contre la perte d'une région, mais surtout, on va avoir une VM qui va être synchronisée au cours du temps et avec un projet de basculement qui peut être de l'ordre de 15 minutes de perte de données. Alors qu'un backup rentre plutôt dans ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité, un PCA. Et le PCA va faire que tu vas backuper, par exemple, une fois par jour ta VM. Sauf que si tu veux la restaurer, eh ben, tu vas la restaurer à la date de ton dernier backup. Donc on voit bien la différence entre le PRA et le backup. Dans un cas, on synchronise au fil de l'eau et on se prémunit contre la perte d'une région avec une perte de données la plus courte possible, alors qu'avec le backup qui rentre dans un plan de continuité d'activité, on va sauvegarder la VM et devoir la restaurer à la dernière sauvegarde. Donc on peut avoir une perte conséquente de données. J'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, je reviens ici. Donc ici, on a une recréation des ressources gratuites dans la seconde région. Un point très important que j'ai mis en place il y a quelques années chez un client qui est très sympa. Ma VM, elle est dans un VNet démo. Et ce VNet démo, d'ailleurs, on va aller le regarder ensemble, il est en 10.00/16. Et bien, sachez que quand vous configurez le PRA de votre VM, vous pouvez configurer un VNet qui va avoir le même espace d'adressage que celui de la région primaire. Et alors là, si vous suivez la logique, ça devient très puissant. Ça veut dire que le jour où je bascule ma VM dans la seconde région, donc que je la recrée dans la seconde région, eh ben, je vais avoir la possibilité d'avoir une VM qui va être recréée avec la même IP que dans sa région primaire, puisqu'elle fera partie d'un même espace d'adressage avec deux VNet ayant le même espace d'adressage mais dans deux régions différentes. Donc de mon point de vue, ça devient hyper puissant les possibilités associées. C'est qu'il n'y a pas besoin à la recréation de la VM de penser à recréer les aspects réseau, la carte, le DNS, la passerelle, etc. Tout est géré au niveau de Microsoft. Donc ça, c'est le point important. Ensuite, depuis peu, on vous propose, alors ça c'est très nouveau, c'est vraiment très récent, on vous propose de réserver les ressources nécessaires à la création de votre VM dans la seconde région. Alors vous allez être surpris sans doute, mais je vais vous apprendre quelque chose, c'est que Microsoft, sans les Capacity Reservation Group, ne s'engage pas à ce que les ressources nécessaires à la recréation de vos VM dans la seconde région soient disponibles. Donc c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en passant par cette capacité réservation, eh ben on s'y engage d'une certaine façon. Et donc il y aura les ressources CPU RAM nécessaires pour la recréation de la VM dans la seconde région. Alors pour la petite histoire, les concurrents ne le font pas non plus, hein, que ça soit AWS, GCP, etc. Ils ne s'engagent pas. Il ne faut pas être surpris de ce que je vous raconte. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué. Ça voudrait dire que chaque data center peut absorber la charge de tous les autres data centers. Autant vous dire que de toutes les autres régions. Autant vous dire que techniquement, ça me paraît compliqué. Un point aussi, c'est que quand vous configurez le PRA, vous pouvez dire à Azure, OK Azure, je veux que tu m'inclues tous les disques ou juste le disque OS de la VM. C'est un point important. Un autre point important, c'est qu'une fois que j'ai fait tout ça, j'appuie sur Start Réplication et là c'est parti. Azure va répliquer la VM pour moi au fur et à mesure sans la recréer. En fait, il va répliquer le disque VHD et puis après, je vais être facturé en fonction de certains critères. La bande passante, la licence associée, etc. Et justement, si on peut aller regarder dans la calculatrice Azure, alors je ne me rappelle plus pour le coup, je vais essayer de voir ça avec vous. Est-ce que c'est dans sauvegarde qu'on trouve ça?
Non, c'est pas dans sauvegarde. Alors, je me rappelle, ça fait hyper longtemps que j'ai pas costé ça. Tac, 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 tac. Calcul. C'est les joies du direct, c'est que je cherche en même temps. Ah, récupération de site Azure. Voilà ce que je cherchais. Donc ça aura pas mis trop longtemps. Donc, si je veux récupérer une VM dans Azure, bah c'est un peu ce que je vous disais. Vous avez le coût de la VM qui correspond à la licence de protection. Je vous ai dit 23 € à peu près. Voilà. Sachant que ce dont je vous ai pas parlé ce soir, mais qu'on peut faire du PRA inter-cloud privé du client, piloté par Azure. Donc concrètement, ça va permettre quoi? Ça va permettre d'avoir un data center avec de l'Hyper-V ou du VMware on-premise. Le client a un deuxième data center avec de l'Hyper-V ou du VMware. Et la réplication des VM entre ces data centers se fait via Azure, comme je vous l'ai montré. Voilà. Donc ça, c'est une autre possibilité et ça coûte dans ces cas-là 15 € par instance. Objectivement, je ne l'ai jamais vu chez aucun client. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais à titre personnel, j'ai jamais vu. Voilà pour le coût associé à cette réplication interrégion. Donc on est à 23 € plus le stockage, plus la bande passante et la réplication associée. Voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire par rapport à tout ça? Bah, ça fait déjà pas mal d'infos transmises. Est-ce qu'il y a des questions? Ah si, avant que vous posiez vos questions ou si vous voulez vous les poser. Il y a un dernier point que je veux voir avec vous, c'est que, qui est quand même hyper important, hein, c'est que le PRA interrégion Azure, il se base sur ce qu'on appelle un Recovery Service Vault, donc un RSV. Si vous avez suivi ma session Twitch sur le backup, bah ça doit vous dire quelque chose, le RSV. Donc le RSV, c'est un coffre-fort. Et jusqu'à présent, il contenait que les backups. C'est ce que je vous avais dit. Et ben je vous ai menti. Il contient aussi tout ce qui est PRA interrégion. Et donc dans le RSV, que vous ne pouvez pas créer dans la même région source de la VM, c'est-à-dire que votre RSV doit toujours être créé en dehors de la région source. Donc de la région primaire. Ce qui est quelque part logique quand on déclenche un PRA. Si votre RSV est planté parce que la région est plantée, primaire, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir déclencher le PRA. Donc le RSV, il y a un message d'erreur si vous le créez dans la même région que la VM à répliquer. Et ça peut être typiquement le genre de question que vous aurez à l'assertif. Donc le RSV va contenir vos données à répliquer. Et pour ce faire, il va s'appuyer sur un storage à compte, etc., etc. Sauf que le RSV, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous permet d'abord de faire le failover. Donc le failover, c'est quoi? C'est que typiquement, depuis la région primaire qui est tombée, vous vous rendez compte que la région primaire est tombée, et vous décidez de lancer un PRA vers la région secondaire. Donc de recréer votre infra dans la région secondaire. Donc vous voyez, c'est quand même hyper pratique, c'est un peu le but d'un PRA, hein, d'une certaine façon. Donc il fait du failover. Par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'Azure fait du failback. Donc le principe du failback, c'est que vous êtes sur la région secondaire. Donc on va se retrouver ici, dans la région secondaire. Et imaginez la région primaire redevient up. Sauf que vos utilisateurs ont travaillé sur une VM qui a été recréée sur la région secondaire. Et vous ne voulez pas perdre toutes vos données sur la VM de la région secondaire. Et le failback va permettre au final de répliquer votre VM dans l'autre sens. Pour continuer à mettre à disposition à vos utilisateurs l'applicatif qui était déclenché dans la région secondaire, qui avait été recréé dans la région secondaire via votre VM. Donc le RSV fait du failover, fait du failback. Il permet aussi de faire ce qu'on appelle de l'ordonnancement. Alors de l'ordonnancement, c'est quoi? En gros, imaginez, vous avez un applicatif qui est basé sur une base de données, sur une VM, sur un middleware, et puis sur un front-end. Donc vous avez 3 VM. Ces 3 VM composent votre applicatif critique.
Et imaginez demain que vous vouliez mettre un PRA sur ces 3 VM. Au moment où vous allez basculer en PRA, il va recréer les VM. Sauf que s'il faut, par défaut, il va recréer les VM dans n'importe quel ordre. Donc vous allez peut-être avoir la base de données qui va être démarrée avant le front-end. Et peut-être que il faut que votre applicatif, pour fonctionner, il faut d'abord qu'il y ait le middleware, d'abord qu'il y ait le front-end et à la fin la base de données. Encore une fois, c'est un exemple pour vous donner un ordre d'idée de ce dont je parle. Pourquoi je vous raconte tout ça? L'ordonnancement va vous permettre de spécifier dans quel ordre vous allez recréer votre infra dans la seconde région pour permettre à l'applicatif de redémarrer dans de bonnes conditions. Donc vous allez pouvoir faire des groupes de VM à recréer et une fois que chaque groupe est créé, eh ben, l'applicatif pourra fonctionner. Et enfin, le RSV vous permet de faire ce qu'on appelle du test de basculement. Alors ça, c'est pratique quand par exemple vous avez des infras qui sont basés sur des audits à base d'ISO 27012, 27001, etc. Très souvent dans ce type d'audit, les auditeurs vous demandent de procéder, allez, une fois par an, on va dire, à un test de basculement de votre VM. Pour vérifier avant le jour J, avant où concrètement c'est la cata, il y a une rupture de la normalité, vous êtes en stress, etc. Si le jour où ça arrive, rupture de la normalité dans la région primaire, inondation, incendie, je n'en sais rien, vous voulez recréer votre infra et que vous vous rendez compte que c'était mal configuré et que ça ne marche pas, eh ben c'est bien dommage. C'est pour ça que les tests de basculement sont faits pour ça. Ils vont vous permettre, quand vous le souhaitez, de recréer la VM dans un VNet qui est cloisonné. Donc le VNet sera uniquement utilisé pour la recréation de la VM. Et après, pour accéder à la VM, il faudra que vous installiez une IP publique dessus, par exemple, pour vérifier que tout marche. Mais ce VNet est complètement cloisonné des autres VNet. Il n'y a pas de peering, il n'y a pas de VPN, il n'y a pas de VNet to VNet, il n'y a pas d'ExpressRoute. C'est vraiment un VNet dédié au test de basculement pour vérifier que votre appli est bien recréée dans la seconde région. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions par rapport au PRA interrégion ou par rapport à tout ce qu'on a vu ensemble? Pas de questions particulières dans le chat? Eh bien écoutez, ça fait à peu près 1 heure qu'on a commencé. J'espère que cette session vous a plu. Je ferai une autre session Twitch, alors pas tout de suite, mais bientôt, puisque là je vais partir en vacances. Donc à la prochaine session Twitch, on abordera d'autres sujets liés à l'assertif. J'ai une question quand même qui vient d'arriver. Comment ça fonctionne niveau réseau? Ça recrée un nouveau subnet ou ça fait un copier-coller intégral? Ça recrée un VNet avec un subnet pour pouvoir accueillir ta VM le jour du déclenchement du PRA, Martel. Donc ça recrée tous les composants nécessaires pour que le jour où tu déclenches le PRA, la VM ait tous les services à disposition. Le groupe de ressources, le VNet, le subnet, la NIC, la Network Interface Card, et d'autres services comme l'Availability Set ou l'Availability Zone en fonction de ce que tu as à disposition. Voilà. Donc si pas d'autres questions, Jérémy, c'est un ancien collègue de promo à l'IUT d'ailleurs, que je salue. Il y a une autre question en 2 mots. Quels sont les sujets incontournables à connaître pour l'assertif? Je comprends que le VPN et le DRP en font partie. En fait, l'assertif correspond à des validations de compétences suivant 11 modules de la formation. Et dans cette formation, vous allez parler identité, vous allez parler load balancer, donc je pense que déjà c'est la prochaine vidéo que je vais faire. Vous allez parler backup, vous allez parler PRA, vous allez parler monitoring. Donc en gros, il y a 11 modules qui sont inclus dans l'assertif. Là, moi, aujourd'hui, j'ai traité globalement un module avec vous. Et j'en ai traité un autre il y a quelques semaines quand j'ai fait la première session Twitch. Et la seconde session Twitch, on a traité un autre d'ailleurs. Donc globalement, j'ai dû traiter 3 modules jusqu'à présent. Donc l'assertif, encore une fois, c'est pas avec cette session Twitch que vous allez pouvoir la passer. Il faut la réviser, il faut faire un travail personnel et en parallèle de ça,
ben, il faut continuer à suivre mes sessions Twitch. L'assertif, c'est une 50aine de questions, Alexis. Ouais. La prochaine session Twitch, elle aura lieu, je pense, dans 2 semaines, 2-3 semaines. Et d'ailleurs, avant que vous partiez, parce que je sens que le départ est proche, j'ai préparé un questionnaire d'enquête qui va me permettre, moi, de m'améliorer par rapport à Twitch et par rapport à mes sessions. Donc n'hésitez pas à le remplir. Ce questionnaire est facultatif et anonyme. Donc il est très rapide puisqu'il contient juste 2 questions. La première question, c'est comment vous évaluez cette session de révision à la certif sur Twitch. Et la deuxième, c'est quelles sont vos propositions d'amélioration pour que le contenu soit beaucoup plus en adéquation avec ce que vous attendez. Voilà. Donc je vous ai envoyé le lien aka.ms/Twitch certif. J'estime à combien de temps pour un débutant sur Azure la révision de l'assertif? C'est une question d'Alexis. Objectivement, ça dépend de chacun. C'est très compliqué, Alexis, de te répondre. Ça dépend de ta capacité à dégager du temps. Mais je dirais que quelqu'un qui débute sur Azure, qui a suivi une formation sur la Z104 ou des sessions Twitch, etc., qui se documente, etc., et qui met à profit son temps de révision à fond sans faire autre chose, je dirais que suivant votre capacité d'apprentissage, il faut compter 3 à 4 heures d'apprentissage par jour pendant 2 semaines pour être à l'aise le jour J. Mais encore une fois, ça dépend de chacun. Je ne peux pas faire une règle. Ça m'embête de dire, voilà, tout le monde est différent là-dessus. Oui, et comme le dit Martel, vous avez des abonnements gratuits qui sont proposés par Microsoft. Il suffit d'aller sur votre navigateur préféré et sur votre moteur de recherche préféré. Et vous avez ici la possibilité, je vous envoie le lien, hein, c'est vrai que c'est un bon point ce que dit Martel, mais vous avez un lien pour accéder à un abonnement gratuit qui va être valable 30 jours avec 200 $ provisionnés, c'est-à-dire 170 €. Et à l'issue des 30 jours, vous aurez accès à plus de 40 services gratuits. Ce qui vous permet pendant 30 jours de faire un focus sur les labs, sur la révision, etc. etc. Donc voilà à peu près mon point de vue sur la question. Mais encore une fois, c'est très difficile de répondre, ça dépend de chacun. Ça dépend de votre niveau d'implication, niveau de concentration, etc. Voilà pour moi, tout est bon. Ce que je vous propose, c'est de clôturer la session. N'hésitez pas à remplir le questionnaire d'enquête de satisfaction via le lien que je vous ai envoyé, aka.ms/Twitch certif. Je pense que le lien est dans le chat, donc ça vous permettra d'y accéder. Et puis, je vous dis à dans peut-être 2 semaines pour continuer les révisions. Donc, dans 2 semaines, je pense que je vais parler de Load Balancer. On va aborder l'application Gateway ensemble, comme on va aborder aussi l'Azure Load Balancer. Ça fait partie de ce qu'il faut connaître pour l'assertif. C'est un autre module, c'est un 4e module à connaître. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et encore une fois, si vous voulez soutenir le travail que je fais, la meilleure méthode, et je dis bien la meilleure méthode, c'est de donner pour la lutte contre le cancer, contre les cancers des enfants. Je vous souhaite une bonne soirée. Révisez bien, prenez soin de vous et à bientôt.